Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, projet de loi sur le nombre de députés au Sénégal. Après la vive polémique sur la question de l'augmentation du nombre de parlementaires, la majorité propose des amendements pour maintenir leur nombre à 165. Le Premier ministre britannique Boris Johnson annonce une nouvelle politique de lutte contre l'immigration illégale qui prévoit d'envoyer au Rwanda des dizaines de milliers de réfugiés. Un accord a été signé entre les deux pays. Les ONG sont vent debout contre cette disposition. Dans ce journal également, les ambitions du Zimbabwe de se doter d'une université spécialisée dans la cybersécurité. L'établissement devrait ouvrir ses portes en 2023. L'Assemblée nationale sénégalaise a donc décidé de maintenir le nombre de députés à 165 au lieu de 172. Certains partis montent au créneau et dénoncent une violation des textes internationaux ratifiés par le Sénégal. Et pour exprimer cette opposition à la réduction du nombre d'élus à la proportionnelle, un parti comme l'Alliance pour la citoyenneté et le travail appelle à boycotter les prochaines élections législatives. Samantha Sabéou Saboubanga. Au Sénégal, le nombre de députés à l'Assemblée nationale reste fixé à 165. Pour cause, les parlementaires de la majorité considérant qu'il n'y a pas de consensus relatif à l'augmentation du nombre de 7 sièges, ont fait un amendement pour le maintien du nombre initial, c'est-à-dire 65. Une loi adoptée vendredi 15 avril 2022 par l'Assemblée nationale. En fait, il y a deux postulats qui sont très importants qu'il faut préciser. Le premier, c'est que l'augmentation du nombre de députés n'est pas une volonté du gouvernement de pouvoir donner à un certain nombre de responsables politiques des postes. Il répond à un besoin en termes de démographie, en termes administratifs. Il y a plus de Sénégalais et il y a un nouveau département qui a été créé et ces deux éléments ont besoin d'être représentés à l'Assemblée nationale. L'idée d'augmenter le nombre de députés de 165 à 172 ne découle pas d'une volonté unilatérale, a argué le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, car il est le résultat d'un consensus trouvé lors des concertations menées avec les différents pôles politiques existant à l'Assemblée nationale, la majorité, l'opposition et les non-alignés au terme de 4 rencontres, a fait savoir le ministre de l'Intérieur. Le projet, il est là, il est bon pour tout le monde, mais au lieu de le soutenir, on le dénigre parce que c'est proposé par le pouvoir. Et comme maintenant le pouvoir fait exactement ce que vous demandez, ce que l'opposition a demandé, c'est-à-dire de réduire le nombre de députés, Là, l'opposition dit non, il faut revenir à ce qui était prévu au départ. Mais ce qui était prévu au départ a été rejeté par l'opposition. Voilà, c'est ce jeu politicien dans lequel l'opposition sénégalaise pensait tendre un piège au régime au pouvoir. Malheureusement, ce piège se refermait contre eux. L'augmentation du nombre de députés pour pourvoir en siège le nombre de départements de Keur-Massar et corriger la disparité territoriale dans la représentation nationale naît d'une forte augmentation de la population dans certaines localités sénégalaises. Le projet de renvoyer au Rwanda tous les migrants entrés illégalement au Royaume-Uni provoque un véritable tollé. Le Royaume-Uni vient de signer un accord controversé d'envoi de demandeurs d'asile vers le Rwanda. Cette mesure susceptible donc de s'appliquer à tous les étrangers illégaux d'où qu'ils viennent est qualifiée d'inhumaine. Kamesh Katapoulé. Un partenariat qui fait couler beaucoup d'encre. Le 14 avril, le Rwanda et le Royaume-Uni ont scellé un accord relatif à la migration clandestine. Accord selon lequel les demandeurs d'asile arrivés illégalement sur le territoire britannique seront relocalisés au Rwanda. Avec cette alliance, le pays d'Afrique de l'Est pourrait ainsi accueillir au cours de ces prochaines années des dizaines de milliers de personnes. Nous apportons notre contribution face à la problématique de la migration clandestine et nous allons venir en aide à ces personnes pour qu'elles puissent vivre dignement. Nous comptons investir pour favoriser le développement des compétences et l'intégration économique et sociale de ces personnes. Un accord controversé et qui a déclenché la colère des organisations non gouvernementales. Amnesty International dénonce par exemple une idée scandaleusement mal conçue. D'une part, c'est le volet juridique de ce partenariat qui pose problème. Certains experts parlent d'une violation de l'article 33 de la Convention de Genève qu'a signé le Royaume-Uni. D'autre part, il y a aussi le volet moral,
car avec ce projet financé par Londres, Kigali devrait toucher approximativement 144 millions d'euros. Les personnes fuyant la guerre, les conflits et les persécutions méritent compassion et empathie. Elles ne devraient pas être échangées comme des marchandises et transférées à l'étranger pour être traitées. Du côté de l'opposition rwandaise, les réactions sont tout aussi vives. Franck Habineza, président du Parti vert démocratique du Rwanda, se dit préoccupé par ce partenariat qui pourrait, selon lui, aggraver les tensions liées à l'accès à la terre et aux ressources naturelles. Hausse des recettes touristiques en Tunisie, une augmentation de 48,2% depuis le début de l'année, d'après le bilan de la Banque centrale. Les recettes s'établissent ainsi à 600 millions de dinars, soit près de 200 millions de dollars, après une réduction significative des recettes touristiques de l'ordre de 65% à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Avant la pandémie, les recettes du secteur étaient de 5,5 milliards de dinars, soit 1,82 milliard de dollars en 2019. Une université spécialisée dans la cybersécurité devrait ouvrir ses portes l'année prochaine au Zimbabwe. Cet établissement viendrait ainsi remplacer le centre Tel One que les autorités souhaitent professionnaliser dans un contexte où se pose la question de la protection des données personnelles et institutionnelles. Nathalie Moore. Dans le processus de professionnalisation et de modernisation de son éducation, inscrit sous le programme d'éducation 5.0, le Zimbabwe va ouvrir en 2023 une université publique spécialisée dans la cybersécurité. Une institution qui va remplacer l'actuel Tel One Center for Learning, l'école de formation des experts en télécommunications du pays. Le gouvernement zimbabwéen estime que ces programmes d'enseignement ne sont plus adaptés à l'environnement actuel des technologies de l'information et de la communication. Le système éducatif doit réussir à mettre sur le marché des diplômes prêts à s'adapter à divers environnements, pas que l'écosystème local. La transformation de Tel One Center for Learning est engagée depuis 2019 au Zimbabwe. D'une capacité d'accueil de 6600 étudiants, l'Université de la cybersécurité va former de jeunes Zimbabwéens à faire appliquer la loi sur la protection des données personnelles proposée au Parlement en mai 2021. Objectif de cette démarche, la protection des infrastructures numériques et la défense de la sécurité nationale et économique. L'éducation doit se mettre au service de la nation, dont nous devons innover. Dans ce sens, nous nous sommes déjà lancés dans la création d'applications révolutionnaires. Le Zimbabwe a perdu plus de 40 millions de dollars en 2018 à cause de la cybercriminalité au cours des 4 premiers mois de l'année et plus de 4000 chefs d'accusation liés à la cybercriminalité ont été traités par la police au cours de la même période. Direction à présent Niété, une localité agro-industrielle située au sud du Cameroun où des personnalités de la société civile lancent des initiatives en faveur des travailleurs et de leur cohésion dans cette localité de près de 24 000 habitants. C'est un reportage signé Séverin Ndoukou. Au Cameroun, cette macrostructure dont la principale activité est la production de caoutchouc est le reflet de la grande diversité de la société camerounaise avec ses près de 6 000 employés de cultures et d'horizons diverses déployés sur 42 000 hectares. Nemba Julien est le chef de l'un des villages de la société forestière. Le natif de Kalaraï, dans le nord du Cameroun, a la responsabilité de la colonie de travailleurs et de population du village 17. Vivre avec la population ne dépend pas de la race. Ça dépend de l'être humain. Je collabore bien avec mes encadreurs. Les ouvriers, ce ne sont pas les esclaves. Ce sont nos frères, nos enfants, nos femmes, nos sœurs. Si on parvient à gronder, c'est lui qui a tort, ça avait raison, même la loi condamne. Au quotidien, il a la charge de s'assurer de la cohésion des rapports entre les ouvriers de son secteur, mais également de trouver des solutions aux problèmes qui peuvent survenir entre ceux-ci avant que la hiérarchie ne le récupère le cas échéant. Tout problème arrive à mon niveau.
ensemble avec le deuxième adjoint et certains groupes d'encadreurs, on essaye de résoudre d'abord ce problème. Si ça nous dépasse, on se rapproche de notre assistant. Si ça nous dépasse, on envoie les deux personnes en question voir le service social interne. Un exemple de vie en communauté, comme le promeut les politiques pour lutter contre les discriminations par l'acceptation de l'autre comme soi et l'attention. Des plus insuffisantes pour la 4e saison consécutive. L'Afrique de l'Est subit une vague de sécheresse historique, la pire jamais observée ces 40 dernières années. Et des millions de personnes sont menacées. Certaines zones d'Éthiopie, du Kenya et de la Somalie font déjà face à la famine. La région de l'Afrique de l'Est est confrontée à la perspective très réelle de pluies insuffisantes pour la 4e saison consécutive, selon l'Organisation météorologique mondiale, une agence de l'ONU. Cette sécheresse historique placerait l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie dans une situation d'extrême difficulté, inédite depuis 40 ans. Les températures de l'océan tropical équatorial, on va dire entre l'Australie et puis le Chili. Le changement de température là-bas influe les précipitations partout dans le monde, dans l'Afrique de l'Est. Ce qui est dramatique dans la région, c'est que ça va faire 4 années de suite qu'il y a de sécheresse. Donc c'est pas tant la sécheresse de cette année qui pose un problème, c'est le fait qu'elle intervient dans un contexte de sécheresse. Les graves pénuries d'eau et de pâturage entraînent une baisse de la production alimentaire, des pertes importantes de bétail et d'animaux sauvages et une augmentation des conflits liés aux ressources dans la région. Ce moment de l'année, du mois de mars au mois de mai, est pourtant connu sous le nom de saison des longues pluies, avec un taux moyen de précipitation de 70% du total annuel. Ça sera sec sur un fond de sécheresse, c'est dramatique parce que les années précédentes, on espérait que cette année serait meilleure que celle d'avant. Or, jusqu'à présent, on observe que le début de la saison, en tout cas pour l'instant, c'est très sec. Donc, la région demande aux organisations internationales et humanitaires de se préparer à peut-être intervenir. Selon le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workney Gebeyehu, ce sont 29 millions de personnes menacées par une grave crise alimentaire, dont 15,5 à 16 millions ayant besoin d'une aide immédiate. Dans certaines parties de la Somalie, la situation est catastrophique. Dans l'actualité également, la Fédération guinéenne de football à la recherche d'un nouveau sélectionneur pour le Sili national. Et dans son choix, la Fegifoot annonce avoir reçu 4 candidatures pour le poste vacant de sélectionneur. Parmi les candidats, on retrouve les anciens sélectionneurs de l'équipe de Guinée, Kaba Diawara et Lapé Bangoura. Il y a également Morlaye Souma, ancien capitaine de la sélection, et Moussa Théa, coach d'équipe de jeunes en Angleterre. Une commission doit se réunir le 20 avril prochain afin d'examiner ces différentes candidatures. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.